Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire pardonner alors l'autre personne du Parlement européen. Tout d'abord, je voudrais remercier vraiment très chaleureusement le Comité des régions, non seulement parce que ce rapport et son rapporteur sur le cadre financier pluriannuel montrent combien nos positions sont proches, mais aussi parce que nous avons entamé une collaboration réciproque depuis de nombreuses années et que plus d'année en année, cette collaboration s'affine. Et je pense que c'est une très bonne chose pour les représentants, aussi bien élus par les citoyens européens que par les représentants des villes et des régions de l'Union européenne. Merci aussi, Monsieur le Président, de me permettre de m'exprimer sur ce qui sera soumis en novembre à la session plénière du Parlement européen. Et je voudrais repartir rapidement du contexte politique et budgétaire dans lequel nous nous trouvons pour expliquer ce qu'est cette proposition qu'a faite le Parlement. Nous sommes dans un contexte politique où l'Union risque de craquer, où le président de la Commission européenne, souvenez-vous-en, au début de son mandat, parlait de commission de la dernière chance, dans un contexte budgétaire où, de manière récurrente depuis les années 2000, nous avons une diminution étape après étape du cadre financier pluriannuel et où, finalement, nous avons traversé des contextes budgétaires extrêmement fragiles. D'abord parce que, souvenez-vous, au début de ce cadre financier 2014-2020, nous avions un déficit, ce qui était totalement interdit par les traités, de 24 milliards d'euros de budget de l'Union européenne que nous avons dû rattraper. Et parce que ce cadre financier 2014-2020 n'a cessé d'être mutilé année après année. Il fallait couper un peu de Connecting Europe, un peu de Horizon 2020, un peu tout ce qui était coupable, j'allais dire. Tout ce que l'on pouvait couper était coupé pour pouvoir mettre du sparadrap sur de nouvelles urgences et de nouvelles priorités. Bref, une situation budgétaire extrêmement difficile qui a évidemment impacté, vous le savez mieux que le Parlement lui-même, qui a impacté les mises en œuvre au niveau des territoires des politiques de l'Union européenne, que ce soit sur le FSE, que ce soit sur la cohésion. Alors, dans ce contexte politique et budgétaire, le Parlement a décidé, bien que la procédure, je le répète toujours parce que tout le monde ne le sait pas, bien que la procédure dans les traités ne donne au Parlement que la possibilité de dire oui ou non, c'est-à-dire consentement ou veto, comme j'aime bien le dire. J'aime bien le mot veto, je ne sais pas pourquoi, ça me plaît. Bref, comme nous n'avons que cette possibilité de dire oui ou non, nous avons malgré tout, dans ce contexte, pris la décision de travailler de manière responsable ce futur cadre financier pluriannuel. Et donc, nous avons décidé d'abord d'un rapport d'initiative qui a été voté en mars dernier avec une très large majorité, puisqu'il a été voté par 458 députés qui ont voté en faveur de ce rapport d'initiative, contre seulement 177 qui ont voté contre. Donc vraiment une très large majorité qui donnait en quelque sorte les grandes lignes rouges, j'y reviendrai, les priorités, le mandat de négociation du Parlement. Et ensuite, nous avons attendu, nous avons fait ce rapport en mars pour que la Commission nous entende et puisse tracer peut-être une synthèse, une première synthèse entre la position du Parlement et la position du Conseil, même si évidemment tout ceci n'était pas exprimé officiellement. Nous avons été très déçus de la proposition de la Commission, d'abord parce que, au lieu d'une proposition de synthèse entre le Conseil et le Parlement, elle a fait une proposition du plus petit dénominateur commun du Conseil, et ne tenant pas vraiment compte de la position du Parlement. Et ensuite, parce qu'il y a eu quelques, on va dire, je ne sais pas trouver un mot assez sympathique, quelques maquillages sur les chiffres qu'on a utilisés tantôt en euros constants, tantôt en euros courants, tantôt en comparaison à 27, tantôt à 28, qui, on va dire, ne permettaient pas une vision très claire
et très objectivée de la proposition. Donc nous avons pris nos responsabilités, d'abord avec ce rapport, et puis en répondant à la proposition de la Commission, avec cette double volonté, d'abord être prêt pour les négociations avec le Conseil, afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires, car leur tourne, le temps passe, et l'on sait très bien que la mise en œuvre et la phase des programmes opérationnels est aussi un temps qu'il faut intégrer au processus. Et donc, nous avons essayé de rentrer dans les cordes du timing de la fin du cadre financier 2020. Et aussi, nous avons pris nos responsabilités sur le contenu, en affichant tout simplement d'afficher de nouvelles priorités qui ne seraient pas opérantes parce qu'elles ne seraient tout simplement pas financées. Alors, que donne ce projet de rapport? Écoutez, pour l'essentiel, vous le savez, mais je vais quand même rappeler très rapidement le contenu et les priorités. Maintien des montants des politiques de cohésion, maintien des montants des politiques agricoles, multiplié par 3 Erasmus, multiplié par 2 COSME, multiplié par 2 Live et Youth Initiative également, multiplié par 1,5 la politique de recherche, augmenter, ça c'est une nouveauté que vous n'avez pas, ce n'est pas encore voté par le Parlement, mais c'est le projet, augmenter de 6,5 milliards la Connecting Europe Facilité, création d'une nouvelle ligne qui augmentera les plafonds du FSE, d'autant avec la Child Guarantee qui est faite pour lutter contre la pauvreté infantile, une augmentation de 10% du FEAMP, du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, puisque désormais, en plus de la pêche, il est en charge de l'économie bleue. Et voilà pour les grandes modifications de ce que nous proposons, avec toujours cette idée que nous devons tenir, dans le cadre de ce que nous avons voté en mars, le fameux 1,3 du PIB, qui a été en quelque sorte le point de compromis du Parlement. Comme quoi, il est parfois plus facile de trouver un compromis à 750 qu'à 27. Quelques éléments de points d'accord avec la Commission, parce qu'il y a quand même des points d'accord avec la Commission, notamment la structure qui est proposée, c'est-à-dire les rubriques, également les éléments de flexibilité, le 5+5 de principe pour le cadre financier, mais avec une exception pour le prochain, de manière à mettre en route de manière opérationnelle le 5+5. J'en oublie quelques-uns, mais je ne veux pas m'appesantir. Alors, je sais que votre rapport, même si nous sommes très proches, monsieur le rapporteur, va beaucoup plus loin, par exemple, sur les questions de cofinancement, mais les questions de cofinancement ou de recentralisation ne correspondent pas à notre domaine d'intervention. Ça sera, du point de vue du Parlement, pour les bases légales, au moment des bases légales, que ces éléments-là seront discutés. Je sais aussi que vous allez plus loin sur l'état de droit, mais c'est parce qu'il faut le savoir, nous avons un rapport spécifique sur l'état de droit. Sachez toutefois que le Parlement partage aussi votre point de vue, à savoir à la fois la volonté de sanctions, en tout cas de mise en adéquation avec les règles européennes et les financements, mais nous sommes aussi très vigilants à ce que ce ne soient pas les bénéficiaires, c'est-à-dire les villes ou les régions ou les territoires, quels qu'ils soient, ou les universités, ou les PME, ou les citoyens en général, qui soient finalement les victimes de cette règle, alors que ce sont les gouvernements qui en sont responsables. J'ajoute que nous avons, dans ce futur cadre financier, injecté de l'horizontalité, injecté des mesures transversales, notamment l'une qui préexistait dans l'actuel cadre financier, mais de manière, à mon avis, qu'il faut muscler, qui était la question du climat, et ce n'est pas le rapport du GIEC d'hier qui nous contredira. Et donc, nous avons demandé à ce que 30% des dépenses soient des dépenses en faveur des réformes pour le changement climatique. Nous avons injecté aussi l'égalité hommes-femmes de manière transversale. Et enfin, les objectifs du développement durable de l'ONU,
avec cette idée nouvelle, mais j'en dirai un mot après, avec cette idée nouvelle que plutôt que d'avoir un indicateur de performance assez obscur, nous proposons que l'indicateur de performance de l'exécution du cadre financier pluriannuel soit fixé justement sur des indicateurs du développement durable. Voilà, pour terminer, je dirais deux choses. La première, c'est que le Parlement assume deux innovations dans ce rapport, très importantes. La première innovation, c'est que pour la première fois, nous n'avons pas seulement une résolution ou un rapport qui donnerait quelques indications, mais nous avons fait comme si nous étions codécideurs, comme si nous étions en codécision sur le cadre financier pluriannuel. Et donc, nous avons amendé, article par article, la proposition de la Commission. Ça, c'est la première innovation. La seconde innovation que nous avons apprise de nos prédécesseurs qui étaient les négociateurs de l'actuel cadre financier pluriannuel, c'est qu'ils nous ont dit, à un moment donné, on ne pouvait pas négocier parce qu'on n'avait pas de chiffres. Nous n'étions pas mandatés, le Parlement n'était pas mandaté avec des montants, avec des chiffres par programme. Donc nous avons annexé au rapport sur le cadre financier un tableau où chaque programme est chiffré et donc nous serons en mesure de négocier programme par programme les montants. Ça, ce sont deux nouveautés que nous assumons. De toute façon, il n'y a rien dans le TFUE, donc on peut se permettre d'innover en la matière. Et enfin, et pour conclure, je voudrais une fois encore vous remercier de votre attention et vous dire que c'est très simple. Le cadre financier pluriannuel, comme tout budget, n'est que le reflet d'une volonté politique. La nôtre, celle du Parlement, est ambitieuse et logique. Et donc, nous espérons que ce sera celle reprise par l'ensemble des institutions européennes. Merci de votre attention.